Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on débute Cœur de patrimoine en parlant fiscalité. C'est un domaine, vous allez le voir, qui va a priori nous occuper un moment dans le temps qui vient. Et pour en parler, Benoît Lombard est avec nous. Bonjour Benoît. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous pour Maison Laplace. Alors, on a des lois de finances régulièrement en France. Voilà, parfois en cours d'année, on rectifie. Et dans ces cas-là, il y a ce qu'on appelle la rétroactivité. Et oui, parce que si le droit n'est généralement pas rétroactif, pour ce qui est de la fiscalité, c'est pas tout à fait le cas. Alors, est-ce qu'on peut être assez pédago, Benoît, et dire un petit peu, expliquer ce qu'on entend par ce terme de rétroactivité, parce que il y en a quasiment deux si on parle de fiscalité, c'est ça ? Oui, il y en a plusieurs. D'abord, le caractère rétroactif, c'est dès l'instant où il y a une action, c'est un point qui s'exerce sur un fait passé. C'est qu'il y a le caractère de rétroactivité, de rétrospectivité, si je puis dire. Donc, ça s'applique pour des opérations passées. Ça veut dire que quelque chose peut être voté à un instant T et a vocation à s'appliquer non pas pour l'avenir, ainsi qu'on pourrait légitimement le penser pour toutes sortes de lois, mais qui a vocation à s'appliquer à des faits passés. Et c'est un peu controversé en termes de fiscalité. C'est controversé. D'abord, on peut s'interroger sur le fondement juridique. Et on sait que l'article 2 du Code civil dispose que la loi ne dispose que pour l'avenir. Et je lis le texte, elle n'a point d'effet rétroactif, sauf que ce principe ne s'impose que de manière législative. Il s'impose au juge, mais pas au législateur. Ah, lui, il fait ce qu'il veut. Alors, quel type de mesures fiscales, on va dire, peuvent faire l'objet de cette rétroactivité dans une loi de finances ? Alors, dans la loi de finances, il y a des textes qui s'appliquent, d'abord les textes d'ordre fiscaux, qui s'appliquent à la fiscalité des particuliers ou la fiscalité des sociétés. Eh bien, revenons sur les particuliers. Sur les particuliers, il y a des textes qui peuvent s'appliquer en trois sortes d'impôts qui nous tracassent. L'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune immobilière, et puis les droits de mutation à titre gratuit. Dès l'instant où le fait générateur, au moment où on passe l'acte, exemple, je fais une donation, je vais devant mon notaire, je signe mon acte de donation, vous êtes mon heureux donataire, mon cher Cédric, vous acceptez la donation et vous payez l'impôt selon le taux de taxation, selon le barème qui s'applique. Selon nos liens de parenté, vous n'êtes pas mon parent, on paiera 60%, vous paierez 60%, je pourrai prendre en charge les droits de donation, je vous ferai un autre cadeau. Eh bien, là, c'est au moment, effectivement, où on signe l'acte et on sait, entre guillemets, à quelle sauce fiscale je serai mangé. Il en va de même en droit de mutation à titre onéreux. Vous achetez un actif immobilier, vous payez non pas des frais de notaire, ainsi qu'on l'applique, vous payez des émoluments notaires, mais vous payez aussi, surtout, des droits d'enregistrement. Ces droits d'enregistrement, vous les connaissez au moment où vous signez votre acquisition, et puis vous vous acquittez de l'impôt à ce moment-là. Ça, c'est des faits où on a la même chose en matière d'IFI aussi. Donc, c'est des faits qui s'appliquent au moment où l'on contracte, si je puis dire. Là, il n'y a pas de question de rectificative, de rétro... Il n'y a pas de rétroactivité, il n'y a pas de... Là, vous signez... Bon, maintenant, en revanche, il n'en va pas de la même manière, à la fois pour l'impôt sur le revenu et à la fois aussi pour l'impôt sur les sociétés. Revenons sur les particuliers et l'impôt sur le revenu. Toute l'année, et je vais vous faire un résumé, puis on va expliquer ce résumé. Donc, jouez dans l'année, je vous donnerai la règle du jeu à la fin de l'année. Alors moi, j'aime bien jouer au Monopoly, mais si jamais on me donne la règle une fois que j'ai fait un premier tour, ça me va pas. Eh bien, il en va ainsi pour la taxation des revenus que l'on connaît tous les ans, et pas uniquement cette année où on parle de cette petite musique de loi de finances rectificative, donc qui n'existe pas encore, mais qui a pu exister dans le passé, on en reparlera, donc, mais qui s'applique pour toutes les lois fiscales qu'on connaît en fin de l'année, où on connaît le barème de l'impôt sur le revenu, on connaît les taux, on connaît le barème, on connaît les seuils à partir duquel s'applique le barème qu'on le connaît comme étant progressif, on connaît aussi la taxation, on pourra reparler de la plate taxe, mais la taxation à un taux qui est forfaitaire, mais ça on le sait à la fin de l'année. C'est-à-dire que là en fait on présume qu'on va payer X d'impôts, mais une loi de finances rectificative pourrait tout changer. Pour tous les revenus que vous percevez depuis le 1er janvier de cette année. On parle de l'année 2024. Donc, nous sommes aujourd'hui mercredi septembre. On est en septembre. Le temps passe vite. Donc, on est en septembre, mais vous avez perçu des revenus au titre des années passées. Puis, pire encore, au titre de cette année. Pire encore, vous avez perçu des revenus à un moment donné où vous ne soupçonniez pas le fait qu'il y ait une dissolution, puisque la dissolution a été connue après, bien évidemment, le choix du président de la République, de Monsieur Macron,
en juin, si je ne m'abuse. Mais vous avez pu très bien faire une opération, vous avez pu très bien avoir des dividendes, vous avez perçu des revenus de janvier jusqu'à des solutions. L'auditeur qui nous écoute et qui touche son salaire, on va dire normal chaque mois, il se dit finalement, moi, ça change pas grand-chose pour moi, entre guillemets, j'ai pas de décision. Voilà. En revanche, effectivement, un chef d'entreprise qui décide de se payer plus ou moins en dividendes ou en ceci ou cela, ça peut changer du tout au tout. Mais pas uniquement les dividendes que vous pouvez avoir au sein de votre portefeuille de valeurs mobilières. Ah oui, aussi, ouais. Donc vous percevez des dividendes, vous avez un portefeuille d'actions qui fonctionne bien, il y a des dividendes qui sont généralement votés avant le 30 juin, puisqu'on a 6 mois à partir de la clôture de l'exercice pour décider de ce que l'on fait, eh bien vous percevez vos dividendes et puis vous avez un impôt qui est non libératoire de l'impôt sur le revenu. Je rappelle que la flat tax est non libératoire de l'impôt sur le revenu, ça veut dire que c'est un acompte que vous payez et qui sera régularisé l'année prochaine en fonction du taux de taxation qui sera voté d'ici le 31 décembre pour toutes les lois de finances classiques. Bon, est-ce que on ne peut que subir, j'ai envie de dire, ce phénomène, ou on peut éventuellement aller le contester, cette rétroactivité ? Rappelons que dans notre société, tout repose sur la confiance. La liberté d'entreprendre, elle repose sur la confiance. La confiance, elle est importante. La confiance, elle est importante. La confiance dans la parole de l'État et de la confiance dans les sécurités juridiques des transactions qu'on peut faire. C'est la raison pour laquelle la rétroactivité est parfaitement encadrée. Et donc, c'est là où on parle de différentes rétroactivités. Il y a les grandes rétroactivités qui, là, ne peuvent être motivées que pour un motif d'intérêt général et qui, dès l'instant, aussi, nous dit la jurisprudence, elles ne portent pas atteinte à des situations acquises. Il n'en va pas ainsi pour les revenus que vous percevez dans l'année. Et là, c'est ce qu'on appelle la petite rétroactivité. C'est de dire qu'elle est accepté. Pourquoi ? Parce que le fait générateur de l'impôt ne sera définitif qu'au moment où on déclarera ses revenus que l'année prochaine. Et l'année prochaine, vous déclarerez vos revenus en fonction de situation passée, de l'année 2024. En 2025, vous ferez votre déclaration de revenus de l'année 2024. Et là, on fera la masse de l'ensemble de vos revenus et on saura quelle sauce fiscale on est mangé puisque la loi de finances aura été votée. Et donc, cette petite rétroactivité est acceptée dès l'instant où les revenus ont été acquis au titre de l'année antérieure. Et elle n'est pas remise en cause par le Conseil constitutionnel. Elle n'est pas remise en cause non plus par la jurisprudence du Conseil d'État. Comment on fait, Benoît Lombard, quand on est conseiller en gestion de patrimoine, qu'on accompagne ses clients et qu'on essaye bien évidemment d'anticiper toutes ces évolutions parce qu'on imagine que ça peut affecter finalement la façon dont on gère son patrimoine s'il y a un doute sur le temps qui vient? La première des choses qu'on fait, c'est qu'on explique. Donc, les éléments qu'on a vus. Et la deuxième chose, c'est que tant qu'on ne sait pas à quelle sauce fiscale on sera mangé, eh bien, on peut essayer de différer les opérations pour essayer de connaître, et bien évidemment, le cadre fiscal dans lequel s'inscriront les opérations que l'on souhaite passer. Si l'on est obligé de réaliser certaines opérations, eh bien là, on peut se baser, on peut caler ces opérations sur des éléments d'ordre fiscaux, des textes fiscaux qui sont insusceptibles d'être mis en cause. Et là, on en vient à des faits où le fait générateur de l'impôt est le moment où l'on va effectivement réaliser l'opération. D'accord. Alors on peut faire quelqu'un qui voudrait réaliser son actif professionnel. On peut raisonner en se disant que je peux faire une donation préalable. Je peux apporter les titres à une entité assujettie à l'IS et bénéficier du report ou du sursis d'imposition selon que l'on contrôle la société qui bénéficie de l'apport ou pas, à supposer que ces textes soient eux-mêmes pas mis en cause. Enfin, le grand soir fiscal, à de près ce que je crois savoir, notre nouveau Premier ministre n'y est pas favorable. Non, a priori. Espérons-le, tout dépend. Je rappelle que nous ne connaissons pas encore le futur ministre des Finances. Justement, on aime bien aussi se comparer un peu. Comment ça se passe dans les autres pays ? Est-ce que tout le monde fonctionne un peu comme ça ? Est-ce que la France est isolée ? Est-ce que du coup ça a un impact sur l'attrait, entre guillemets, patrimonial de la France ? Alors, je rappelle que le cadre dans lequel on s'inscrit, il y a des éléments d'ordre protecteur. Il y a l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme qui nous rappelle que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée n'a point de constitution. Donc on a quand même un grand cadre protecteur et on a un cadre supranational aussi puisque les cours de justice, la Cour de justice de l'Union européenne notamment, sont là pour essayer de rappeler à la France le fait qu'il y a des bornes ne pas dépasser. Je vais vous donner un exemple. C'est en 2012, la loi de finances pour 2012 a créé la contribution exceptionnelle sur
sur les revenus. Et elle s'appliquait à tous les revenus perçus au titre de l'année 2011. Vous avez voté pour 2012, mais elle s'applique à partir du 1er janvier 2011. Or, il s'avère qu'il y avait à l'époque le prélèvement forfaitaire libératoire et que certaines personnes ont pu opter à l'occasion, prenons l'exemple d'un rachat sur un contrat d'assurance vie sur lequel on avait opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire à l'époque de 15 ou de 35%. On savait à quelle sauce fiscale, entre guillemets, on était mangé lors de ce retrait. Mais il se trouve que les revenus générés lors du rachat s'intègrent dans l'ensemble du revenu général qui lui-même contribuait à la masse sur laquelle s'appliquait la contribution, et s'applique toujours, la contribution exceptionnelle sur les revenus. Et donc là, il y avait une vraie rétroactivité puisqu'on avait opéré le prélèvement forfaitaire, il était libératoire de l'impôt. Et donc là, le Conseil constitutionnel était saisi et a émis bien évidemment son arrêt. Et donc, dans son arrêt, le 5 décembre 2014, le Conseil constitutionnel a dit « Oh là !» Pas de rétroactivité là-dessus, parce que la personne qui réalisait son rachat et qui optait pour le prélèvement forfaitaire libératoire avant que le texte soit présenté au Parlement ne pouvait pas savoir qu'il aurait été taxé à une source supérieure. Donc là, il y a quand même des éléments protecteurs en France. Des éléments protecteurs au niveau du droit international, du droit européen, par les tribunaux européens, par la Cour de justice notamment de l'Union européenne. Et puis aussi des éléments protecteurs, puisqu'on sait que la sécurité juridique dans laquelle s'inscrivent nos dispositifs permettent de donner de l'attractivité à notre pays. Et cette attractivité risque d'être mise en cause parce que la matière fiscale est mouvante. Ce qui n'est pas le cas par effet miroir dans d'autres États. Et c'est parce que il n'y a pas de remise en cause et qu'il y a une stabilité fiscale dans ces autres États qu'on peut s'interroger sur l'intérêt de changer les règles trop régulièrement. Bon, donc, on peut pas donner de conseils parce qu'il n'y a pas de généralité, etc. Mais ça veut dire que quand on est épargnant, quand on gère son patrimoine, on se rapproche de son conseiller, on essaye d'être attentif à l'actualité, on essaye de voir effectivement, vous nous l'avez dit tout à l'heure, s'il y a des opérations qu'on peut à coup sûr, entre guillemets, réaliser d'ores et déjà, ou attendre, reporter, voilà, c'est ça les principaux conseils. Il y a des opérations qu'on doit faire immédiatement, qu'on peut faire immédiatement, on ne sait pas si les droits de mutation à titre gratuit demain changeront, on ne sait pas si l'abattement qui est de 15 ans et de 100 000 euros en ligne directe s'appliquera demain. Peut-être que si jamais on a un aspect transitif et qu'on n'a pas utilisé les 100 000 euros, on peut les utiliser aujourd'hui. Donc on peut peut-être aussi attendre, parce que si on l'a utilisé les 100 000 euros et que demain l'abattement augmente, on aurait une déperdition fiscale. Donc tout dépend de chaque cas. Je parlais des droits de mutation dits gratuits. Sur les droits, sur l'impôt sur le revenu, on peut peut-être différer et on peut laisser au sein de son entité encapsuler, conserver, ne pas libérer le dividende. Et on sait que quand la flat tax a été instaurée en 2018, et qu'on a remis la fiscalité à l'endroit, c'est-à-dire que ce n'est pas la fiscalité qui préside de l'opération fiscale, on a vu se libérer, comme par enchantement, tout un tas de capitaux qui étaient encapsulés au sein de sociétés assujetties à l'IS. Donc là, si on a des capitaux, on peut peut-être attendre. Mon conseil, il est surtout aujourd'hui d'attendre. Là. Et on n'est pas à quelques mois près. Attendons de voir quelle source fiscale, attendons de voir, puisque le loi de finances ne tombe pas comme ça. Il y a un projet qui est déposé au Parlement, il y a des discussions, les parlementaires jouent leur rôle, il y a la navette parlementaire, etc. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, à mon sens, on est peut-être attendre. Merci beaucoup Benoît Lombard et Maison La Place. À très bientôt sur Radio Patrimoine. Merci Cédric. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.